Serengeti ne vient pas doucement. Elle arrive comme un coup de poing, une explosion d'orange et de rouge sur la ligne d'horizon qui transforme les plaines en quelque chose qui semble peint, avant même que les yeux aient le temps de s'adapter. La lumière rase, presque parallèle au sol, fait en sorte que chaque touffe d'herbe projette une ombre 10 fois plus longue qu'elle-même. À cet instant précis, entre l'obscurité qui recule et la clarté qui avance, il existe une fenêtre temporelle que les prédateurs connaissent mieux que tout autre être vivant sur ces plaines. Une fenêtre où l'œil humain ne voit encore pas bien, mais où l'œil du prédateur fonctionne déjà à pleine puissance. Dans cette fenêtre, quelque chose bouge. 30 000 km² de plaines et de savanes au cœur de la Tanzanie. Le nom que les Maasai ont donné à cet endroit, Serengeti, signifie « les plaines qui s'étendent à l'infini ». Ils n'exagèrent pas. Vue d'en haut, la plaine du Serengeti se déploie dans toutes les directions, aussi loin que porte le regard, interrompu seulement par des groupes d'acacias dispersés, par des affleurements de roches granitiques appelées kopje, qui surgissent du sol comme d'anciennes forteresses, et par le vert, plus sombre, qui borde les rivières saisonnières, qui la traversent du nord au sud. C'est un paysage qui semble vide. Jusqu'à ce qu'on y regarde de plus près, jusqu'à ce qu'on comprenne que dans chaque groupe d'arbres, dans chaque ombre de buissons, dans chaque creux du terrain, quelque chose attend. Le Serengeti n'est pas un endroit paisible. C'est la scène de la chaîne alimentaire la plus complexe et la mieux étudiée d'Afrique. Un système de prédation et de survie qui fonctionne sans interruption depuis des millions d'années. Ici vivent plus de 70 espèces de grands mammifères, 500 espèces d'oiseaux, 3000 lions, 1000 léopards et 250 guépards. Et en toile de fond permanente, la plus grande migration terrestre de la planète, 1,5 million de gnous, 250 000 zèbres et un demi-million de gazelles, dans un cycle annuel qui n'a jamais cessé depuis bien avant les premiers enregistrements humains de cet endroit. Tout au Serengeti tourne autour d'une question aussi ancienne que les premières savanes qui ont recouvert ce continent. Qui mange qui? Et la réponse, comme toujours dans les systèmes naturels complexes, est bien plus élaborée et bien plus brutale qu'il n'y paraît de l'extérieur. Le gnou est l'animal qui définit le Serengeti plus que tout autre. Non pas parce qu'il est soit le plus puissant, le plus intelligent ou le plus rapide. Il le définit parce qu'il est le plus nombreux et parce que son mouvement donne forme à tout le reste. 1,5 million de corps, chacun pesant entre 150 et 250 kilos, se déplaçant dans une direction dictée par l'odeur de la pluie, suivant la croissance de l'herbe fraîche, avec une précision que les observateurs ont pendant des siècles interprétée comme un instinct aveugle, et que la biologie moderne commence à décrire en termes plus nuancés. Les gnous n'ont pas de leader. Il n'y a pas un individu en tête qui décide quand bouger ou dans quelle direction. La migration émerge de l'accumulation de décisions individuelles qui se synchronisent grâce à des signaux chimiques dans l'air, des vibrations dans le sol et le comportement des animaux les plus proches, lorsque suffisamment d'individus commencent à se déplacer dans la même direction. Le mouvement se propage comme une vague à travers le troupeau. Et quand 1,5 million d'animaux se mettent en marche, le son qu'ils produisent s'entend à des kilomètres.
un grondement grave et continu que les prédateurs des plaines ont appris à reconnaître depuis des millions d'années. Le circuit que suit la migration est plus ou moins prévisible. Les plaines du sud du Serengeti de janvier à mars, quand les courtes pluies de novembre ont laissé un tapis d'herbes nouvelles et nutritives. Le corridor central et occidental d'avril à juin. À mesure que cette herbe s'épuise, les plaines du nord et le Masai Mara au Kenya de juillet à octobre, quand l'eau se raréfie au sud et que le nord dispose encore de réserves. Et le retour vers le sud entre novembre et décembre, quand les longues pluies reprennent. Une année entière de mouvements continus. Un cycle qui se répète avec la régularité des saisons, mais qui n'est jamais exactement identique, car la pluie ne tombe jamais exactement de la même façon, 2 années de suite. Pour les prédateurs du Serengeti, la migration est la ressource la plus importante de l'année, et chaque espèce de prédateur l'exploite à sa manière, avec des techniques perfectionnées pendant des millions d'années, qui révèlent bien plus sur l'intelligence de chaque animal que la simple force. Les lions l'attendent, les guépards la suivent. Les lycaons africains sont indépendants d'elle, spécialisés dans d'autres moments et d'autres proies. Et les crocodiles du Nil, au passage de la rivière Mara, ont transformé le moment de plus grande vulnérabilité du troupeau en l'un des spectacles de prédation les plus impressionnants qui existent sur la surface de la Terre. Chacun à sa façon, chacun avec sa solution. Le lion, Panthera leo, vit au Serengeti depuis au moins 2 millions d'années, sous des formes reconnaissables comme celles d'aujourd'hui. C'est le seul félin véritablement social de la planète, et cette sociabilité n'est pas un accident évolutif, mais la réponse à un problème concret. Comment chasser des proies plus grandes et plus rapides que soi quand on est seul? Une femelle lion adulte pèse entre 120 et 180 kilos. Un gnou adulte pèse entre 150 et 250. Un buffle africain peut dépasser les 800. Un hippopotame adulte peut atteindre les 2000 kilos. La différence de taille entre le chasseur et la proie la plus rentable de ces plaines fait que la chasse solitaire est, dans la plupart des cas, inefficace ou carrément dangereuse. Les femelles qui chassent en groupe ont un taux de succès compris entre 40 et 50% sur les attaques qui atteignent la phase finale. Celles qui chassent seules dépassent rarement les 20%. La troupe, appelée pride en anglais, est dans la littérature scientifique l'unité sociale de base du lion africain, peut compter entre 2 et 40 individus, bien que la taille la plus courante au Serengeti se situe entre 10 et 20. Les femelles adultes forment le noyau permanent, sœurs, mères et filles, qui passent leur vie entière ensemble, élèvent leurs petits en synchronie pour que les jeunes puissent être allaités par n'importe quelle mère du groupe et coordonnent la chasse avec une précision que les éthologues tentent de modéliser mathématiquement depuis des décennies. La stratégie de chasse la mieux documentée au Serengeti implique la répartition des rôles entre les femelles du groupe avant l'attaque. Certaines se positionnent sur les flancs du troupeau, selon des angles qui obligent les proies à courir dans une direction précise. D'autres attendent immobiles dans cette direction, dans l'herbe haute ou derrière un buisson, que la proie vienne vers elles. La coordination entre celles qui flanquent et celles qui embusquent ne nécessite pas de signaux visibles pendant la phase d'approche, ce qui suggère que le plan spatial est établi dans les moments précédant le mouvement, quand les lionnes peuvent s'observer mutuellement et ajuster leur position sans alerter la proie. Les mâles de la troupe, plus lourds et avec une crinière qui les rend visibles de loin, participent moins aux chasses quotidiennes.
Mais quand une grosse proie est en jeu, vieux buffle, jeune girafe, hippopotame dans des conditions exceptionnelles, la masse et la puissance d'un mâle adulte qui peut dépasser les 200 kilos font la différence entre maintenir la proie assez longtemps pour que le groupe la neutralise ou la perdre. L'attaque elle-même ne dure que quelques secondes dans sa phase décisive. L'approche peut durer une demi-heure ou plus, le groupe avançant centimètre par centimètre contre le vent, profitant de la moindre irrégularité du terrain pour rester hors du champ de vision des proies. Un gnou a des yeux latéraux qui lui donnent un champ de vision de presque 300 degrés. Il détecte le mouvement avant la forme. L'herbe haute agitée par le vent est un bruit de fond que le cerveau du gnou a appris à ignorer. Le mouvement coordonné et lent de plusieurs lionnes dans l'herbe est difficile à distinguer de ce bruit jusqu'à ce qu'elle soit trop proche. Quand la distance se réduit à entre 20 et 30 mètres, l'une des lionnes accélère. Le troupeau explose dans toutes les directions. À ce moment, celle qui flanque coupe la retraite des individus qui s'échappent de leur côté. La cible habituelle est les animaux les plus lents, les vieux, les jeunes, qui n'ont pas encore atteint leur vitesse maximale, les femelles gestantes ou avec des petits récents, les individus porteurs d'une blessure ou d'une maladie. La sélection n'est pas délibérée au sens humain, mais le résultat est le même. Les plus faibles sortent du troupeau plus fréquemment que les plus forts, et ce filtre, appliqué génération après génération, maintient la santé moyenne du troupeau à un niveau qu'aucun vétérinaire humain ne pourrait gérer avec la même efficacité. La mort par attaque de lion n'est pas rapide dans la plupart des cas. La technique standard pour neutraliser une grosse proie est l'asphyxie. Une lionne s'accroche au museau ou à la gorge pendant que les autres maintiennent le corps et les membres. L'animal peut mettre plusieurs minutes à perdre connaissance. Les éthologues qui ont enregistré ces séquences décrivent souvent quelque chose qu'il est difficile de qualifier avec un vocabulaire strictement scientifique. Le regard du gnou dans les dernières minutes, avec les yeux grands ouverts et la respiration accélérée, a une expression que les observateurs humains tendent à interpréter comme de la terreur. C'est peut-être le cas. Les mammifères ongulés ont un système limbique fonctionnel. Ils traitent la peur. Ils ressentent la douleur. Ce qui se passe dans ces plaines n'est pas une abstraction écologique. C'est une transaction brutale entre individus qui ressentent. Et cette brutalité remplit une fonction dont l'écosystème a besoin pour rester vivant. Le léopard partage le territoire avec le lion au Serengeti, mais il a résolu le problème de la coexistence de la seule manière possible quand l'un des deux concurrents est bien plus grand et plus fort en devenant invisible. Le léopard, Panthera pardus, est le félin à la plus grande répartition géographique au monde, présent de l'Atlantique africain au Pacifique asiatique, adapté à des conditions allant du désert à la jungle tropicale et aux neiges du Kilimandjaro. Cette plasticité comportementale et morphologique est la signature d'un animal qui survit depuis des millions d'années, dans des environnements changeants et en présence de concurrents qui le surpassent en taille. La solution qu'il a trouvée au Serengeti et dans d'autres savanes africaines, où il partage l'espace avec lions et hyènes, est la nuit et la verticalité. Le léopard chasse principalement entre le crépuscule et l'aube. Ses yeux ont une densité de cellules en bâtonnets, les récepteurs de lumière en faible éclairage, 6 fois supérieure à celle de l'œil humain. Dans une nuit sans lune, dans la savane africaine, où il n'y a aucune source de lumière artificielle à des centaines de kilomètres, le léopard voit assez clairement
pour exécuter une chasse avec précision. Les impalas qui paissent aux heures les plus chaudes, relativement détendus, deviennent vulnérables dans l'obscurité parce que leur principal prédateur y fonctionne mieux qu'eux. Un léopard mâle adulte pèse entre 70 et 90 kilos. Il peut tuer une zèbre adulte de plus de 300 kilos. Et ensuite, et c'est ce qui distingue le léopard de tout autre félin africain, il peut charger cette zèbre sur ses épaules et la monter dans un arbre à 4 ou 5 mètres de hauteur. La force nécessaire à cet exploit dépasse largement ce que la masse corporelle du léopard laisserait supposer. Les chercheurs qui ont documenté ce comportement estiment que l'effort équivaut à ce qu'un humain de poids moyen soulève une voiture au-dessus de sa tête et la monte par un escalier. La raison de cet effort extraordinaire est la même que celle pour laquelle le léopard chasse de nuit, les lions et les hyènes. Les deux espèces volent activement les proies des autres prédateurs quand l'occasion se présente. Une meute de hyènes peut déplacer 3 ou 4 léopards d'une proie au sol en quelques minutes. À 4 mètres de hauteur, dans les branches d'une acacia, la même proie est hors de leur portée. Le léopard peut y revenir pendant 2 ou 3 jours, se nourrissant tranquillement, sans concurrence. La solitude du léopard n'est pas de la timidité. C'est la stratégie optimale pour un animal de cette taille dans un écosystème où les animaux plus grands forment des groupes. Les groupes de lions contrôlent des territoires. Les groupes de hyènes contrôlent des territoires. Le léopard ne contrôle pas de territoire au même sens. Il se déplace dans des zones de chasse qui se chevauchent partiellement avec celles d'autres léopards du même sexe, marquant sa présence par de l'urine et des griffures sur l'écorce des arbres, évitant les rencontres directes qui se termineraient presque toujours mal pour l'individu le plus petit. Le coût de cette solitude est l'éducation des petits. Une femelle léopard élève ses petits sans aucune aide. Elle les garde cachés pendant les premières semaines dans des fissures rocheuses ou à l'intérieur dense de buissons épineux, changeant de cachette tous les quelques jours pour éviter que les prédateurs ne détectent l'odeur accumulée. Elle part chasser seule, parfois pendant des heures, sachant qu'en son absence, les petits sont vulnérables aux lions, aux hyènes, aux babouins qui les tuent quand ils les trouvent. Le taux de mortalité des petits léopards au Serengeti avant l'âge de 3 mois dépasse les 50% dans certaines études. La plupart meurent pendant que la mère chasse pour les nourrir. La biologie du léopard est un registre de compromis impossible. Pour chasser, il doit s'éloigner de ses petits. Pour protéger ses petits, il doit rester près et ne pas chasser. Il n'y a pas de solution qui résolve les deux besoins en même temps. Il n'y a que différentes façons de distribuer le risque. Si le léopard est la solution de la précision et de la nuit, le guépard, Acinonyx jubatus, est la solution de la vitesse absolue. Et cette solution entraîne un coût que l'animal paie à chaque chasse. Le guépard peut accélérer de 0 à 100 km/h en environ 3 secondes. Sa vitesse maximale documentée en conditions de terrain dépasse les 120 km/h en courte rafale. Pour atteindre cette vitesse, la sélection naturelle a redessiné presque tous les systèmes du corps en fonction de la propulsion. Une colonne vertébrale exceptionnellement flexible qui agit comme un ressort géant, doublant la longueur de la foulée par rapport à la seule longueur des pattes. Des griffes semi-rétractiles qui fonctionnent comme les pointes d'un sprinter, offrant une traction sur sol ferme. Une cage thoracique élargie permettant une plus grande capacité pulmonaire proportionnellement à la taille du corps, et une queue longue et musclée qui agit comme un gouvernail de précision pendant les virages à grande vitesse. Le prix de tout cela est tout aussi radical.
Le guépard a la morsure la plus faible des grands félins africains. Ses mâchoires ne sont pas conçues pour tenir et tuer de grosses proies. Elles sont conçues pour ne pas interférer avec les voies respiratoires pendant la course, quand l'animal doit faire passer d'énormes volumes d'air par la trachée chaque seconde. La conséquence pratique est que le guépard doit asphyxier ses proies en les mordant à la gorge pendant des périodes qui peuvent durer entre 5 et 10 minutes, en tenant un animal qui continue à donner des coups de patte et à se débattre pendant que sa température corporelle, qui peut monter au-dessus de 40 degrés Celsius pendant la course, se normalise lentement. Pendant ces minutes de récupération, le guépard est extraordinairement vulnérable. Il ne peut pas manger, il ne peut pas se déplacer rapidement, et n'importe quel autre prédateur qui apparaît, une hyène, 2 ou 3 lions, même un groupe nombreux de vautours, attirant d'autres charognards, peut l'obliger à abandonner la proie avant qu'il ait mangé, ne serait-ce qu'une bouchée. Les études de terrain au Serengeti suggèrent que le guépard perd entre 10 et 15% de ses captures au profit d'autres prédateurs ou charognards opportunistes avant de pouvoir s'en nourrir. Chaque course coûte une quantité énorme d'énergie et augmente le risque de blessure, car une chute à 120 km/h peut être fatale. Et au bout de tout cet effort, la proie peut finir dans la gueule d'une autre espèce. La solution du guépard à ce problème est temporaire. Il mange vite. Dans les minutes suivant une chasse réussie, quand les autres prédateurs ne se sont pas encore approchés, le guépard peut consommer plusieurs kilos de viande en un temps qui surprend les observateurs. Il mange avec urgence, les yeux levés du sol tous les quelques secondes, scrutant l'horizon. Toujours en alerte, toujours prêt à abandonner ce qui reste et à fuir. Avec moins de 250 individus, dans tout l'écosystème du Serengeti, le guépard est le grand félin africain le plus rare de ces plaines. Sa population a diminué de manière significative ces dernières décennies, sous pression de la perte d'habitat en dehors des zones protégées, des conflits avec les éleveurs qui les tuent quand ils attaquent le bétail, et de la concurrence avec les lions et les hyènes, qui limitent son accès aux ressources même à l'intérieur des parcs. Un animal qui atteint 120 km/h, mais qui passe la majeure partie de la journée au Serengeti à se reposer à l'ombre, conservant son énergie, attendant le moment où la température descend suffisamment pour qu'une course soit possible sans risque de coup de chaleur. La plus grande vitesse de l'écosystème est aussi l'une des vies les plus précaires. Il existe un prédateur au Serengeti que les lions respectent statistiquement, même s'ils le reconnaissent rarement d'une autre manière. Un animal qui chasse avec une efficacité qu'aucun autre prédateur terrestre de la planète n'a réussi à surpasser. Un animal que la mythologie populaire africaine et occidentale a transformé en synonyme de lâcheté et de saleté, et que la vraie biologie décrit comme l'un des chasseurs les plus sophistiqués qui existent. Le chien sauvage africain, Lycaon pictus, aussi appelé lycaon ou chien peint, en raison du motif irrégulier de taches noires, brunes et blanches, qui fait qu'aucun individu n'est exactement identique à un autre, à un taux de chasse réussi qui, dans les études de terrain à long terme, se situe de manière constante entre 70 et 80% des tentatives qui atteignent la phase finale. Le lion est autour de 30 à 50%, selon la taille du groupe et le type de proie. Le guépard, autour de 50 à 60%, dans des conditions optimales, avant de compter les pertes par vol. Le chien sauvage, 70 à 80%. La différence n'est pas de vitesse, même si les chiens sauvages sont rapides et peuvent maintenir des vitesses entre 50 et 60 km/h pendant plusieurs kilomètres. Elle n'est pas de taille,
même si un adulte de 20 à 30 kilos a un rapport puissance-poids favorable. La différence réside dans la communication et la coordination au sein du groupe. Les chiens sauvages africains sont les seuls carnivores de la planète chez lesquels les chercheurs ont documenté un système de vote pour décider quand chasser. Ils communiquent par éternuement. Quand un membre du groupe veut initier une chasse, il éternue. Si suffisamment de membres du groupe éternuent en réponse, le groupe se met en marche. S'il n'y a pas de quorum suffisant, la chasse ne démarre pas. Le seuil pour atteindre le quorum semble varier selon la hiérarchie de l'individu qui propose la chasse. Les individus dominants ont besoin de moins d'éternuements en réponse pour que le groupe se mobilise que les individus subordonnés. C'est un mécanisme de prise de décision collective qui équilibre le poids de l'expérience individuelle avec le besoin de consensus du groupe. Pendant la chasse, chaque individu a accès à des informations sur la position de tous les autres membres du groupe grâce à une combinaison de signaux visuels, olfactifs et vocaux. Les chercheurs qui ont suivi des chasses de chiens sauvages avec des GPS sur les colliers de plusieurs individus simultanément ont pu reconstituer la géométrie de l'attaque en temps réel. Certains individus vont directement derrière la proie, d'autres se déplacent latéralement pour couper la trajectoire de fuite, d'autres restent légèrement en retrait pour relayer ceux qui sont en tête quand ceux-ci commencent à perdre de la vitesse. C'est une rotation de l'effort qui permet au groupe de maintenir une pression de poursuite bien plus longtemps qu'aucun individu seul ne pourrait le faire. Un impala ou une gazelle poursuivi par des chiens sauvages ne peut pas simplement courir plus vite que ses poursuivants. Il peut le faire pendant un sprint initial. Mais à mesure que la poursuite se prolonge, la proie se fatigue plus vite que le groupe parce qu'elle court à son effort maximal depuis le début, tandis que les chiens se relaient. La distance entre poursuivants et proie diminue progressivement. Le résultat, statistiquement, est presque inévitable, ce qui rend l'histoire des chiens sauvages africains au Serengeti particulièrement remarquable, c'est le contraste entre leur efficacité en tant que chasseurs et leur vulnérabilité écologique. Avec moins de 500 individus dans toute la Tanzanie, y compris le Serengeti, ils sont l'un des mammifères les plus menacés d'Afrique. Leurs meutes ont besoin de territoires énormes, entre 400 et 2000 km² par groupe, et quand ces territoires chevauchent des terres agricoles ou d'élevage en dehors des zones protégées, le conflit est presque inévitable. Les éleveurs les tuent. Les maladies venues du bétail domestique, surtout la maladie de Carré, déciment des meutes entières. Les lions tuent leurs petits quand ils les trouvent dans les tanières. L'animal avec le plus haut taux de chasse réussi de l'écosystème est aussi l'un de ceux qui sont les plus proches de disparaître de lui. L'hyène tachetée, Crocuta, occupe une place particulière dans la compréhension populaire de l'écosystème africain. Des décennies de documentaires et de récits populaires l'ont installé dans l'imaginaire collectif comme la charognarde lâche qui vole les proies des lions et se nourrit des restes que les autres laissent. La vraie biologie de cet animal contredit cette image de manière systématique et avec des données. L'hyène tachetée est, en termes de biomasse totale de proie, capturée dans l'écosystème du Serengeti, le plus grand prédateur des plaines. Des études à long terme qui ont suivi des individus marqués avec des émetteurs radio pendant des années ont établi qu'au Serengeti, les hyènes chassent activement entre 70 et 90% de la viande qu'elles consomment. Ce sont les lions qui volent aux hyènes plus souvent que l'inverse, et non l'inverse.
Avec plus de 7000 individus dans l'écosystème du Serengeti, l'hyène tachetée est le carnivore le plus abondant de ces plaines. Elle vit en groupes sociaux, appelés clans, qui peuvent compter entre 5 et 80 individus, organisés dans une hiérarchie matriarcale, où même la femelle de rang le plus bas domine tous les mâles adultes du groupe. La femelle dominante du clan et sa fille ont un accès prioritaire à la viande dans toute chasse à laquelle le clan participe. Les mâles, généralement issus d'autres clans, occupent les positions les plus basses de la hiérarchie et mangent en dernier. La mâchoire d'une hyène, tachetée adulte, génère une pression de morsure d'environ 1000 livres par pouce carré, plus de 70 kg de force par centimètre carré, suffisante pour broyer le fémur d'une zèbre ou d'un buffle. Cette capacité unique parmi les carnivores terrestres à traiter les os avec efficacité leur donne accès à des ressources que d'autres prédateurs ne peuvent pas exploiter. Quand une carcasse a été nettoyée de sa viande par des lions, des vautours et d'autres charognards, les hyènes consomment les os, la peau durcie et le cartilage qui reste. Rien qui puisse être digéré n'est gaspillé. Le taux d'utilisation d'une carcasse en présence d'hyènes est proche de 100%. Leur système digestif produit des acides gastriques avec une concentration qui leur permet de digérer des tissus qui infecteraient la plupart des autres animaux. Une hyène peut consommer de la viande en état avancé de décomposition, sans conséquences sanitaires notables. Cette résistance en fait le système d'assainissement le plus efficace de l'écosystème, éliminant les cadavres qui pourraient autrement devenir des foyers de maladies pour les espèces qui boivent au même point d'eau. La chasse nocturne des hyènes a une mécanique différente de celle des félins. Elle ne dépend pas de la furtivité de l'approche, mais de l'endurance dans la poursuite. Un clan de hyènes qui poursuit une zèbre de nuit le fait avec bruit et détermination, en communiquant entre elles par des appels caractéristiques qui s'entendent à des kilomètres dans l'obscurité de la savane. La zèbre sait dès le début qu'elle est poursuivie. L'avantage des hyènes n'est pas la surprise, c'est le nombre d'individus et la capacité à maintenir la pression plus longtemps que la proie ne peut soutenir sa vitesse maximale. À l'aube, quand les lions se réveillent et commencent à explorer le territoire, l'odorat leur indique où se trouve la charogne. Souvent, ce qu'ils trouvent est une proie que les hyènes viennent de tuer et qu'elles sont encore en train de consommer. Un groupe de lions adultes déplace les hyènes de leur prise sans difficulté, simplement par la différence de masse et de capacité de dommage par individu. Les hyènes se retirent, attendent en périphérie et reviennent quand les lions ont mangé leur part et sont partis. Ce que le récit populaire a appelé le vol des lions aux hyènes est, dans la plupart des cas documentés, exactement l'inverse. S'il existe une rencontre au Serengeti qui rivalise en brutalité et en intensité visuelle avec les chasses des grands félins, c'est la traversée de la rivière Mara. Entre juillet et septembre, quand le 1,5 million de gnous se déplace vers le nord, en suivant l'herbe fraîche du Masai Mara au Kenya, le troupeau doit traverser la rivière Mara à l'un des rares points où la rive est accessible. La rivière, pendant ces mois, alimentée par les pluies du nord, a une profondeur de 3 à 6 mètres dans les principaux gués. Le courant est fort. Les rives sont formées de parois de boue molle que les animaux creusent avec leurs sabots en montant, rendant le terrain glissant pour ceux qui suivent. Et dans la rivière attendent les crocodiles du Nil. Le crocodile du Nil, Crocodylus niloticus, existe sur Terre depuis 200 millions d'années sous une forme reconnaissable comme l'actuelle.
Il a survécu à l'extinction des dinosaures. Il a survécu aux 5 grandes extinctions qui ont réécrit l'histoire de la vie sur cette planète. Il ne l'a pas fait parce qu'il était le plus rapide, le plus intelligent, ni le plus adaptable, au sens où nous utilisons ce terme pour les orques ou les chiens sauvages. Il l'a fait parce qu'il est efficace énergétiquement, d'une manière qu'aucun prédateur à sang chaud ne peut égaler. Un crocodile adulte de 5 mètres et 500 kilos peut passer 6 mois sans manger. Pas parce qu'il est en hibernation. Il est actif, thermorégule, répond aux stimuli. Il n'a simplement pas besoin de s'alimenter, parce que son métabolisme d'animal ectotherme consomme une fraction minimale de l'énergie dont aurait besoin un mammifère de la même masse corporelle. Cette efficacité métabolique permet au crocodile d'attendre, et d'attendre, et d'attendre, sans l'urgence qu'a un mammifère de manger tous les quelques jours pour maintenir sa température corporelle et ses tissus en fonctionnement. Au passage de la mara, cette patience devient un avantage tactique absolu. Les crocodiles se positionnent aux gués habituels des semaines, avant l'arrivée du troupeau. Les grands mâles établissent des positions aux points les plus profonds, où le courant ralentit les gnous et où l'eau sombre offre une couverture pour l'attaque. Les individus plus jeunes et plus petits occupent les zones périphériques, les bords du gué, où l'eau est plus basse, et où les animaux les plus vulnérables, les vieux, les malades, les veaux nouveau-nés, restent à la traîne. L'attaque est une éruption. Le crocodile est immobile sous la surface, avec les yeux et les narines à peine au-dessus de l'eau, indistinguishable du fond boueux. Quand un gnou passe à moins de 2 mètres, l'attaque dure moins d'1 seconde. Un mouvement explosif qui combine l'ouverture des mâchoires, l'accélération du corps entier et la fermeture de la morsure sur la patte, le cou ou le torse de l'animal. La force de morsure du crocodile du Nil dépasse les 2000 kilopounds, plus de 3 fois celle d'un lion et plus de 4 fois celle d'une hyène. Ce que les mâchoires du crocodile saisissent ne se relâche pas par résistance musculaire. La technique qu'il utilise pour tuer la proie, une fois saisie, s'appelle le roulement de la mort. Le crocodile tourne sur son axe longitudinal de manière répétée et violente, tordant le tissu qu'il tient entre ses mâchoires jusqu'à ce qu'il se déchire, ou en plongeant la proie et en la maintenant sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. Pour un gnou adulte de 200 kg en plein courant de la mara, saisi par la patte arrière pendant qu'il essaie de nager vers la rive, le résultat est presque toujours le même. Le courant fait une partie du travail. La force du crocodile fait le reste. Toutes les traversées ne se terminent pas par la mort. La plupart des animaux traversent sans être attaqués. Les crocodiles sont lents sur terre et ont un angle d'attaque limité même dans l'eau. Mais quand le troupeau est dans l'eau, le chaos est l'allié du crocodile. Les animaux qui trébuchent, ceux qui sont poussés par le courant, ceux qui traînent ou qui montent par une rive plus basse et plus glissante, tous sont des candidats. Et avec 100 ou 200 crocodiles positionnés le long des principaux gués pendant les semaines de la traversée, le nombre cumulé de proies capturées peut être énorme. Les vautours qui survolent la rivière pendant ces semaines ne sont pas le présage de la mort. Ils sont le registre de ce qui s'est déjà produit. Le Serengeti fonctionne depuis des millions d'années comme un système fermé où l'énergie qui coule du soleil à l'herbe, de l'herbe à l'herbivore et de l'herbivore au carnivore est recyclée avec une efficacité qu'aucun système agricole ou d'élevage humain n'a réussi à approcher. La clé de cette efficacité est la complémentarité des prédateurs. Chaque espèce exploite une niche distincte au sein du même écosystème, réduisant la concurrence directe et augmentant la quantité totale de biomasse
qui peut être traité. Les lions chassent de jour et de nuit, se spécialisent dans les proies moyennes et grandes et utilisent la coordination de groupe pour surmonter la différence de vitesse. Les léopards chassent de nuit et exploitent la dimension verticale que les autres félins ignorent, avec des proies moyennes. Les guépards chassent de jour, exploitent la vitesse pour capturer des proies qui échapperaient à tout autre prédateur et se spécialisent dans les gazelles et les jeunes gnous. Les chiens sauvages chassent à toute heure, mais ont une préférence pour l'aube et le crépuscule et exploitent l'endurance collective pour de longues poursuites. Les hyènes chassent principalement de nuit et exploitent la force du groupe pour capturer des proies qu'aucun individu ne pourrait tuer seul. Les crocodiles exploitent le seul moment où le plus grand troupeau de la planète est forcé de passer par un point fixe, la traversée de la rivière. 6 solutions, différentes au même problème. 6 réponses évolutives distinctes à la question de comment obtenir suffisamment d'énergie dans une plaine où la proie peut courir, nager, voler ou simplement être trop grande pour un seul individu. Et ensemble, elles créent un système de régulation qui maintient la population d'herbivores dans les limites que le pâturage peut soutenir. Sans les lions, les gnous se surpeupleraient et épuiseraient l'herbe lors des années de pluie rares. Sans les léopards, les impalas et les babouins atteindraient des densités qui dégraderaient les forêts riveraines. Sans les chiens sauvages, les gazelles se concentreraient dans les zones les plus sûres et le surpâturage deviendrait inévitable. Sans les crocodiles, les traversées de la Mara perdraient le filtre de sélection qui élimine les individus les plus faibles du troupeau avant qu'ils n'atteignent les pâturages du nord. Tout est connecté. Tout dépend de ce que chaque pièce soit à sa place. Cet équilibre est depuis des décennies sous une pression que ses participants ne peuvent ni percevoir ni contrer, la pression qui vient de l'extérieur des limites de l'écosystème. Le Serengeti est entouré de terres agricoles et d'élevage. La population humaine dans les districts qui bordent le parc a cru à une vitesse que la gestion du territoire n'a pas pu suivre, en dehors des limites officielles du parc et des réserves adjacentes. La savane, qui pendant des millénaires a servi de corridor de passage pour la migration, a été convertie en parcelles cultivées et en terres de pâturage pour le bétail. Les gnous, qui pendant des millénaires sortèrent du parc en saison sèche pour chercher de l'eau dans les rivières saisonnières du sud, se heurtent maintenant à des clôtures, des routes et des villages, là où il y avait autrefois de l'herbe ouverte. La fragmentation de l'habitat a des conséquences qui se propagent vers l'intérieur du parc. Les grands prédateurs, surtout les lions et les chiens sauvages, ont des territoires qui traversent régulièrement les limites de la zone protégée. Quand un groupe de lions suit une proie jusqu'aux terres d'élevage en dehors du parc et tue une vache ou une chèvre, la réponse de l'éleveur est prévisible et compréhensible de son point de vue. Du poison dans la carcasse de la vache, qui tue le prédateur quand il revient manger. Tout le groupe qui se nourrit de cette carcasse meurt. Ou des pièges, ou des tirs, quand l'animal revient la nuit suivante. En périphérie du Serengeti, entre 1 et 2 lions meurent chaque semaine des mains des éleveurs, la plupart sans aucun enregistrement. On ne le remarque qu'aux groupes qui passent de 5 à 3 individus. Le guépard, plus solitaire et ayant besoin de plus d'espace, subit ce conflit de manière encore plus dure. La moindre erreur aux limites du parc peut lui coûter la vie. Les à peine 250 guépards de l'écosystème marchent constamment au bord du gouffre. Les maladies apportées par le bétail domestique aggravent la pression. La maladie de Carré, bénigne pour les chiens domestiques, peut décimer des populations de lions et éliminer complètement des meutes de chiens sauvages africains.
comme cela s'est produit en 1994 avec plus d'un tiers des lions du Serengeti. L'écosystème a survécu à 5 extinctions massives et à de grands changements climatiques sur des millions d'années, avec du temps pour s'adapter. La menace actuelle se mesure en décennies, et les systèmes qui ont mis des millions d'années à se construire n'ont pas le temps de s'ajuster. Chaque aube au Serengeti arrive avec la même lumière violente et orange, et avec les mêmes mouvements éternels, qui chasse, qui fuit, qui attend, lionnes affamées, gnous retardataires, guépards en calcul, chiens sauvages qui se réveillent. Le système pose chaque jour la même question. Qui mange qui? Qui survivra jusqu'à demain? Au fond, le Serengeti fonctionne grâce à sa redondance. Aucune espèce n'a complètement dominé. Il existe différentes solutions pour survivre, et quand l'une échoue, une autre prend sa place. Cette diversité est sa stabilité. Chaque meute de chiens sauvages qui disparaît, chaque groupe de lions empoisonnés, ou chaque guépard qui ne parvient pas à se reproduire, n'est pas seulement la perte d'un animal, mais la perte d'une solution unique, construite pendant des millions d'années. Il n'y a pas de remplaçants qui attendent. Il ne reste que ce qui existe déjà, ce réseau complexe et fragile. L'aube de demain sera à nouveau orange et rouge. Le système continuera de fonctionner tant que nous le permettrons.